me fait vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous recevoir au vernissage de l'exposition Le Vigile, présentant le travail de Demian Flores et de Alberto Castro Leñero, et l'exposition Abstraction, présentant les œuvres abstraites de la fin des années 60 à aujourd'hui. Donc, ça présente des œuvres de la fin des années 60 à aujourd'hui qui font partie de la collection permanente du musée. Donc, pour parler tout d'abord un peu de cette exposition-là, qui est dans la salle Gilles Brown ici, puis dans la Verrière. Donc, vous pourrez voir qu'elle a vraiment une séparation chromatique. Donc, d'un côté, vous avez des œuvres qui sont très, très noires et blanches, et puis de l'autre côté, il y a la couleur qui réapparaît. Tout ça, c'était un peu pour créer une réponse et une transition après l'exposition des Mexicains. Donc, si vous avez visité l'exposition de Demian et de Alberto, on est dans la couleur, dans le foisonnement. Donc, je voulais qu'on ait un peu une petite pause en ressortant pour se calmer un peu et ensuite retourner dans la couleur. Cette exposition-là, elle est centrée sur deux œuvres qui se font face, une de Judith Riguel, une de Guido Molinari. Donc, ils ont été faits environ dans la même période. Judith Riguel était aux États-Unis, Molinari était ici au Québec. Et puis, en deux œuvres, vous avez tout le spectre de l'abstraction. Donc, d'un côté, avec Judith Riguel, vous avez l'expressionnisme, vous avez le lyrisme, vous avez quelque chose de très, très émotif. Et de l'autre côté, vous avez Molinari qui est très, très géométrique et arrêté dans son geste. Mais des deux côtés, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique aussi. Donc, dans ce spectre-là de l'abstraction, ensuite, vous avez toutes les autres œuvres là, qui viennent s'insérer là-dedans. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous déposer au cœur de ces œuvres qui sont vraiment d'une grande puissance. Vous remarquerez aussi que dans la Verrière, on a un mur qui a été dédié aux œuvres de Jean-Paul Gérôme. C'est un des signataires du Manifeste des plasticiens du deuxième, afin de marquer le 20e anniversaire de son décès. Donc, on a d'ailleurs des membres de sa famille qui sont ici aujourd'hui. Je tiens à les saluer, à les remercier là, de leur présence. Donc, vous pourrez faire le tour de ces expositions-là pendant le vernissage. J'aimerais maintenant vous dire quelques mots à propos de notre exposition principale, Le Vigile, ici dans notre grande salle. Un peu pour vous donner la genèse de tout ça, cette exposition a été rendue possible grâce à une collaboration avec Rémi, directeur de l'Institut culturel du Mexique à Montréal. Donc, on s'est rencontrés, lui et moi, il y a peut-être un peu plus d'un an, mais pas beaucoup plus. Et puis, tout ça a commencé par une conversation. Où est-ce que moi, je voulais amener la culture du Mexique à Baie-Saint-Paul, étant donné qu'on a une culture, une communauté hispanophone très importante ici. Et lui voulait, quand il fait venir des artistes du Mexique, qu'il voit autre chose que Montréal, quand même, parce que le Québec est autre chose que cette ville. Donc, c'est ainsi qu'un projet de résidence est tout d'abord né. On parlait d'une résidence de 2 semaines, au printemps. Et ceci s'est transformé en une exposition de 3 mois à laquelle on a greffé Éric Bertrand à titre de commissaire. Donc, pendant la résidence d'Alberto et de Demian de 2 semaines, vous auriez dû voir à quel point ils mettaient de l'ardeur dans leur travail. Honnêtement, j'ai jamais vu des gens travailler autant que ça dans ma vie, que ce soit avec la scie à chaîne qu'avec la peinture. Donc, c'était vraiment multimédia. Ils créaient sans relâche et ils ont pris seulement quelques pauses. Et une des pauses qu'ils ont prises, c'était pour rencontrer la communauté hispanophone de Baie-Saint-Paul qui sont venus passer une soirée avec eux. Et puis, c'est au travers de cette soirée-là que l'idée qu'ils s'impliquent pour créer une offrande dans le cadre du mois des morts, afin d'habiter le hall et d'animer le vernissage, est née. Donc, comme vous voyez, tout ça s'est fait vraiment d'une manière très organique, une rencontre qui amène une résidence, qui amène une exposition, qui amène l'implication de la communauté. Donc, c'est vraiment beau qu'est-ce que ça a créé au final, tout ça. Avec, en fait, principalement beaucoup de volonté et un grand désir de rencontre et de partage. Donc, comme dirait ma grand-mère, c'était fait pour faire. Finalement, tout est arrivé. Donc, j'aimerais inviter Éric Bertrand, commissaire de l'exposition, à venir vous adresser quelques mots et à vous présenter les artistes là, de l'exposition. Bonjour à tous, je suis la greffe, donc le commissaire. En fait, je vais être assez honnête avec vous, je n'ai pas l'impression d'avoir eu à faire beaucoup de travail comme commissaire. J'ai quand même rédigé le texte, mais c'est très facile de travailler avec ces deux bonhommes-là. C'est des êtres hyperactifs et très généreux. Et ils ont tout fait le travail. Je suis arrivé, c'était déjà tout fait. C'est comme si j'avais 2 pièces de Lego à mettre ensemble. Puis là, j'ai plus rien à faire, moi. Mais je connais quand même, j'ai rencontré Demian il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années. Je suis moi-même mexicain-canadien, puis j'ai étudié là-bas. Puis on est devenus amis assez rapidement. Puis j'ai ensuite rencontré Alberto.
Et puis, bon, Alberto né dans la ville de Mexico en 1951. Demian né à Juchitán, dans l'État de Oaxaca, en 1971. Deux générations différentes qui se rencontrent. Alberto, c'est une figure importante de l'art, très importante de l'art de la peinture et de la sculpture au Mexique. Demian connaissait très bien son travail en étudiant, moi aussi. Et puis, en les ramenant ensemble, c'est deux générations entièrement différentes. Alberto connaît très bien le travail de Demian, ils s'admirent mutuellement, puis il se trouve que quand ils sont venus travailler ici, tout de suite, comme il arrive assez rarement, l'ego d'artiste étant ce qu'il est, ils ont tout de suite, il y a eu une conversation qui s'est engagée tout de suite, il n'y a pas eu d'interférence, ça a été tout de suite une somme constante d'efforts, et c'est comme s'ils n'ont pas eu à faire de sacrifices entre eux. Et ça a donné ce que vous voyez là. C'est quand même un travail, là, pensez-y, là, de 15 jours essentiellement. Il y a quand même quelqu'un qui a contribué, qu'on n'a pas nommé encore, ou peut-être que tu l'as mis au passage. Je vais le nommer plus tard, mais on va... Ah, ben là, je vais y voler. Jean-François Lettre, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, local, qui nous a aidé avec la colonne au centre, là. Que je passe, je remercie au passage, il est caché derrière, là, il fait semblant de...
Donc, pour moi, un musée qui est positif, un musée qui est à sa place, mais c'est un musée qui devient un lieu où la communauté sent qu'elle a sa place. Un lieu qu'elle peut s'approprier aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tout ça devient réalité. Puis ça me touche énormément. Et puis là, pour vous parler de l'installation qu'on a dans le hall, dans le cadre, à l'occasion du mois des morts, j'inviterai Andrea, Angie et Dulce de Latino à Charlevoix, ainsi que Casmi du consulat mexicain, à venir vous parler de tout le travail qui a été mis là, dans l'offrande qui est présentée ici. Bonjour à tous, mon nom est Andrea Del Moral, et on a Casmi, on a Dulce, et on a Angie. Nous sommes membres de Latino Charlevoix. C'est un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter notre communauté et célébrer ensemble le Dia de Muertos, ou bien la fête des morts. C'est l'une des traditions les plus profondes et significatives de notre culture, transmise de génération en génération, qui nous enseigne à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante de la vie. Et c'est même le début d'une nouvelle étape de notre existence. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement mémoire de nos proches qui ne sont plus parmi nous, mais nous célébrons leur existence et leur héritage. Au Mexique et dans les nombreuses communautés latines, la mort n'est pas à craindre, elle est à honorer. Parce que nous avons bien qu'il soit physiquement absent. Mais les souvenirs de notre être cher restent vivants en chacun de nous. Le Dia de Muertos est une fête de célébration, d'amour et de respect, où la mort devient une occasion qui nous reconnecte avec notre mémoire collective et nos racines. Ce jour est plus qu'une simple tradition pour nous. Il est un acte de résistance culturelle et spirituelle. Et il nous rappelle que la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille et que nous sommes interconnectés avec ceux qui nous ont précédés. Il nous invite à vivre pleinement et honorant nos morts et en célébrant les cadeaux de la vie. C'est pour cela que le Dia de Muertos a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une tradition qui transcende les frontières et nous parle à tous, peu importe notre culture ou notre religion. C'est une invitation à réfléchir sur la nature éphémère de la vie et l'importance d'honorer nos défunts tout en célébrant la vie. En cette occasion si spéciale, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Musée d'art contemporain de Vieille-Saint-Paul et au consulat général du Mexique à Montréal et à l'Institut culturel du Mexique, Espacio México Montréal, pour nous avoir offert cet espace significatif afin de partager notre culture et notre tradition avec vous. Merci beaucoup à tous. Donc, j'aimerais inviter Remigio Valdés de Hoyos, directeur de l'Institut culturel du Mexique à Montréal, Affaires culturelles du Consulat général du Mexique à Montréal. C'est officiellement un titre plus long que le mien. C'est rare, je suis très contente. Rémi? Quand je suis arrivé avec Alberto et Damien pour les accompagner à démarrer leur résidence ici à Baie-Saint-Paul au mois de mai dernier, comment leur visage s'est transformé à l'instant d'entrer à la grande salle que Gabriel proposait pour présenter l'installation. Immédiatement, ils ont exprimé leur besoin de modifier ce qu'ils avaient en tête pour réaliser leur résidence de création. Les espaces du musée et l'entourage du chalet en pleine nature à Saint-Urbain que Gabriel leur avait offert pour y habiter pendant la durée de leur séjour ont sans aucun doute été les déclencheurs de ce qui devait se produire en seulement 10 jours.
avec la même façon de créer que nos ancêtres artistes qui gardaient toujours très discrètement leur anonymat et réalisaient leurs œuvres en équipe, ils sont initiés à développer ce travail pour générer une fusion de leurs deux univers de style unique. Deux artistes majeurs de chez nous, de deux générations différentes. Quand Alberto et ses trois frères ont déterminé une bonne partie de l'histoire de la peinture de leur génération du XXe siècle. Et Demian, qui s'est déjà positionné dans ce XXIe siècle comme un de nos artistes les plus reconnus, non seulement au niveau national, sinon international. Il est très impressionnant de voir la façon dont ils ont uni leurs forces pour créer ce qu'ils nous présentent aujourd'hui. Ici, grâce à la générosité et à l'ouverture de Gabriel Bouchard, qui n'a pas hésité à ouvrir la porte de ce splendide musée qu'elle dirige avec un talent fou, les deux artistes ont pu travailler librement. Le partage que j'ai eu avec elle dans la gestion de ce projet m'a permis de découvrir cette façon aussi naturelle qu'elle a de faire le bonheur des créateurs, ainsi que les talents qu'elle a pour rassembler les communautés. En ouvrant également les portes, cette fois-ci, aux Latinos de Charlevoix, présents aujourd'hui par le biais d'une offrande splendide qui rappelle leurs origines à la région qui leur accueille. Un pont s'est construit avec ces projets entre le Mexique et le Québec. Et ça va continuer assurément. On a déjà démarré des actions entre son musée et notre Institut culturel du Mexique, Montréal, pour amener au Mexique une artiste d'ici, Karine Locatelli. Et comme cerise sur le gâteau, pour ne pas dire le vigile sur la colonne, la solidaire collaboration de Jean-François Lettre à la structure centrale de Alberto et Demian reste comme un des plus importants symboles de ces débuts de partage entre les deux pays. L'union, on les constate, une fois de plus, fait notre force. Merci. Alors, je me retrouve avec Nathalie Delarive, ici à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Bienvenue. Ben, merci beaucoup. C'est la première fois que tu exposes à Baie-Saint-Paul? Oui, c'est la première Puis fois. pourquoi? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ben, j'ai toujours aimé le coin, ça c'est sûr, mais ça fait quelques années là, que j'habite en région. J'habite
j'ai quitté le centre-ville de Québec pour le bout de l'île d'Orléans. Puis maintenant, ben, c'est ça. Je me sens de plus en plus d'affinité avec les régions parce que j'en habite, si on veut. Et Baie-Saint-Paul, c'est un endroit que j'ai régulièrement. OK. Tu connaissais déjà? Oui, je connaissais déjà le lieu. René Richard me parlait beaucoup. La salle Pierre Perrault me parle beaucoup. C'est tout un peu... c'est tous des noms qui résonnent en moi. Donc, pour moi, c'est un naturel de venir ici, là. Puis comment ça s'est passé, là, de dire, bon, mais j'aimerais ça exposer? Est-ce que ça a été facile? En fait, c'est tout simplement, c'est une démarche qu'on fait auprès de la bibliothèque, qui, une fois par année, c'est comme n'importe quel lieu de diffusion. Une fois par année, ils font un appel et puis tu soumets ton dossier. Comme dans toutes les régions, comme chez nous à l'île d'Orléans, on privilégie toujours les gens de l'île en premier, puis après ça, quand tu restes des espaces où il y a des expositions vraiment pertinentes, intéressantes, liées à notre lieu, là, au lieu de diffusion, ben, on les retient. Fait que j'imagine que ça a peut-être été la même chose pour ici. Mes tableaux ont dû, c'est ça, les inspirer, trouver qui allaient avoir leur place ici. Parlant de tes tableaux, c'est quoi ton inspiration pour tes créations? OK. Ces créations-là, si on parle, on peut parler de la technique et on peut parler du thème, du sujet. Donc, si on parle du sujet, c'est vraiment un sujet qui revient constamment dans mon art. C'est la nature qui m'inspire. Et la nature souvent dénuée de toute trace humaine. On dirait que je cherche à revenir à une sorte de statut originel, c'est ça, où est-ce que l'humain n'a pas encore touché à cette nature. On sent pas l'intervention humaine dans ta vie. Oui, c'est ça. Et dans cette série-là, parce que je fonctionne beaucoup par série, je suis une personne de projet qui fait des projets dans la vie, pas juste en art, mais en d'autres. Et j'aime ça toujours comme fermer la boucle. Et puis ça, je pense que cette série-là, c'était vraiment... c'est un petit peu ça aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire après, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment un ensemble. Et c'est principalement des paysages du bout de l'île d'Orléans, donc à Saint-François, qui est la place où est-ce que j'habite. Et c'est inspiré de mes promenades par chez nous, du belvédère, qu'on appelle le belvédère de l'Aigle, où est-ce qu'il y a le banc double. La vue sur Cap Tourmente. Quand je fais mes promenades, souvent je rencontre des animaux ou des traces de pas. Fait que je sais un petit peu quel animal habite, se promène aussi dans le fond, dans ce coin-là. Et c'est pour ça qu'on voit toujours un petit animal qui est un peu comme en dehors du cadre, si on veut. Il devient un peu spectateur à ce moment-là. Oui, c'est ça. J'aime que ce soit l'animal qui soit spectateur. Parce que c'est lui qui, j'ai l'impression, habite avant nous même le pays, pas le paysage, mais la nature. Puis peut-être que ces animaux-là qui se retrouvent dans mes tableaux, c'est un petit peu moi qui se projette dans le tableau aussi. J'ai jamais vraiment réfléchi, mais cet apport-là de l'animal est important de par ma propre relation aux animaux aussi. Oui, ils deviennent une partie intégrante de la nature. Oui, c'est ça. Ils sont là, il faut en tenir compte. Ouais, pour moi, j'en tiens compte, mais aussi, on peut sortir un petit peu du cadre de l'art, mais dans ma vie personnelle à moi, où est-ce que je ne consomme pas d'animal de par la nourriture. J'ai vraiment une sensibilité trop forte par rapport à la condition des animaux. Des humains aussi, parce qu'on est des animaux. Alors, c'est un petit peu ça le sujet de mes tableaux, c'est juste la nature dans ce qu'elle a de plus pur dans son état originel. Majestueux. Comment? De majestueux. Oui, c'est ça, c'est l'effet qu'elle produit sur moi. Tu sais, moi, c'est un ressourcement constant, c'est un émerveillement constant. Je ne sais pas pourquoi, je suis née comme ça, même jeune, j'étais émerveillée par la nature, les amis, les animaux étaient mes amis, tu sais, ça a toujours été comme ça, puis ça n'a pas changé en devenant adulte, c'est toujours le même émerveillement, le vent, le son de la rivière,
c'est quelque chose qui m'habite, qui me fait du bien. Fait que c'est ça. C'est juste ça que je veux partager, je pense. Le médium que tu utilises, c'est quoi? C'est de l'acrylique? Non, il n'y a pas d'acrylique. Dans le fond, longtemps, j'ai peint à l'huile. Ensuite, j'ai fait de l'aquarelle. Et depuis quelques années, j'ai suivi quelques formations à Engram à Québec, qui est un organisme d'estampes. Donc, j'ai fait de la sérigraphie, j'ai fait de la gravure. Et c'est principalement de la gravure là, de laquelle je suis partie, qui m'a amenée à travailler le papier. Parce que le papier, travailler avec le papier, c'est vraiment différent que la peinture, que peinturer, tout ça. Ça m'a amenée à explorer et exploiter le papier. Et donc à faire des découpages. C'est ça, à vouloir faire du paysage, mais d'une autre façon. Et donc, il y a certaines œuvres qui sont seulement des papiers qui n'ont pas été retouchés. C'est vraiment des papiers qu'on va dire pleins. Là. Et il y en a d'autres que je suis allée chez Engram, que j'ai fait des gravures, que j'ai imprimé juste des fonds. Donc, la façon de faire, c'est que j'ai une plaque sur laquelle je peins, dans le fond. Et cette peinture-là qui se retrouve sur la plaque, je vais tout simplement l'imprimer sur une feuille, sans gravure. Il y en a certaines qu'en plus, je vais apposer une gravure, mais au final, ce sont souvent seulement des fonds que j'ai imprimés pour pouvoir ensuite les réutiliser. C'est ça, non, les découper, vraiment, les découper et les utiliser. Pour faire les paysages. D'autres, c'était vraiment des gravures que j'ai découpées aussi, que j'ai utilisé certaines parties. C'était pas prévu comme ça. Je te dirais que c'est parfois des œuvres qui n'étaient pas tout à fait droites, qui avaient des petites imperfections. Puis là, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que j'y avais mis beaucoup d'amour. Et ça a donné finalement des œuvres. Actuellement, il y en a seulement 4 de ces œuvres. Toutes les autres, c'est comme un premier jet, des premières inspirations avec les papiers qui ne sont pas des papiers pleins. Là. Mais c'est ça, parce que c'est ça, la technique pour ces œuvres-là, c'est vraiment inspiré de mes expériences d'estampes. Puis ta façon de travailler, est-ce que tu fais un quilting? Est-ce que tu fais un plan avant? Ou tu y vas? Les premières, oui. Les premières, c'était vraiment avec du papier de calque. Et là, je faisais tous les paysages, tous les éléments, les arbres, les autres, tout. Puis plus tu en fais, mais plus tu maîtrises, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis à la fin, c'était vraiment... Je me laissais aller, là. Puis je découpais, puis là, je regardais qu'est-ce que ça donnait. Tu sais, j'avais quand même... Mettons que j'avais assimilé le geste, j'avais assimilé les paysages, puis j'étais capable de les faire sans papier calque. Tu avais un peu ton plan dans la tête. Oui, je savais plus où est-ce que je m'en allais, mais pour faire les arbres notamment, il fallait toujours quand même que je trace avant de découper, là. Ça, c'est quand même... pas le choix. mais je n'avais plus à reprendre les mêmes arbres. Tu sais, le mouvement était vraiment plus fluide, beaucoup plus maîtrisé. Voilà. Et je voyais en bas, tu as comme un texte qui est comme brodé. Oui. Pourquoi? Donc, le concept de l'exposition, c'est issu d'une rencontre avec un recueil de poésie, d'abord. Je lis quand même beaucoup de poésie depuis quelques années. Et puis, ce recueil-là, je m'en souviens plus comment je suis rentrée comment je l'ai rencontré. Un hasard. Oui, je pense que c'est un beau hasard parce que j'étais en train de le lire. Et puis, il m'a vraiment happée. Ces mots... Je me parlais à un point où est-ce que je me disais, j'ai envie de me les approprier. Tu sais, j'ai l'impression que dans une autre vie où je suis la personne qui a écrit ça parce que ça me parlait énormément à ce moment-là, que je vivais vraiment, j'étais dans un deuil.
Et ça, je vais y revenir parce que lorsqu'on a fait le vernissage, je pense que j'en parlais tout de suite. Quand on a fait le vernissage, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire comme de quoi mes œuvres lui faisaient penser un peu à des œuvres pour enfants, comme si c'était des choses qui s'adressaient à un enfant. Et là, ça m'a fait réfléchir après coup parce que le deuil que j'ai vécu, moi, c'est un deuil périnatal. OK. Très fort parce que je ne suis plus toute jeune. Et quand j'ai fait ce deuil-là, ben, c'était comme la dernière chance. Là, et ça n'a pas fonctionné. Et là, je suis comme ça m'émeut quand j'y pense. Et c'est peut-être ça qui m'a mené, tu sais, qui a fait en sorte que j'ai fait ces œuvres-là. Peut-être que je les ai faites inconsciemment pour l'enfant que je n'avais pas, que j'avais perdu, que j'avais besoin d'une douceur, j'avais besoin de me sentir peut-être dans la maternité. Je sais pas, c'est notre inconscient des fois, comment il réagit. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais dans un deuil et la rencontre la lecture de ce recueil-là, j'avais l'impression de revivre toutes des étapes de mon deuil, puis qui étaient dites dans des mots, alors que moi, j'avais plus besoin d'exprimer dans mes œuvres. Et ça a été fort parce que j'ai créé des œuvres, et puis à l'automne, il y a eu un appel à projet dans le cadre du mois de la poésie qui avait lieu donc 6 mois plus tard, et j'ai décidé de contacter la poétesse, Odile Marie Tremblay, qui, dans mon imaginaire, c'était quelqu'un qui avait mon âge et même plus jeune, parce que je trouvais que sa poésie était vraiment comme contemporaine, jeune. Puis elle n'avait pas tant de recueil non plus. Fait que c'est une jeune poétesse, elle est au début. T'sais. Et là, je l'appelle. J'appelle sa maison d'édition qui me donne ses coordonnées. Et là, on se parle au téléphone. Et là, je me rends compte, maintenant, Odile Marie, c'est une personne qui est dans la 70. Alors, je pense qu'elle avait, je ne me souviens plus trop de son âge, mais début 70 peut-être. Et là, je lui parle de mon projet, comment sa poésie m'a touchée. Puis elle dit, Nathalie, elle dit, c'est tellement inespéré ton appel, ton énergie, vraiment, je la ressens et tout. Et j'ai envie d'embarquer dans ce projet-là avec toi, sauf que je dois t'avouer que je suis en phase terminale de cancer. Alors là, ça m'a happé ça aussi. Tu t'embarques-tu dans un projet comme ça avec une personne, sachant que tu vas vivre aussi, tu risques de faire le deuil de cette personne-là, en plus du deuil que tu viens de vivre et tout ça, mais je me suis lancée quand même parce qu'on a vraiment connecté, elle et moi. Et elle m'a donné aussi carte blanche parce qu'elle n'avait pas nécessairement l'énergie pour qu'on co-crée quelque chose. Alors, c'est vraiment un processus, moi, d'appropriation, mais consenti de ses mots, de sa poésie, que j'ai tout simplement appliqué, apposé sur mes œuvres. Et pour Odile Marie, elle ne comprend, tu sais, mon univers n'était pas le sien. Les mots que j'ai choisis pour mes œuvres, c'était pas nécessairement ce qu'elle aurait choisi, mais elle me dit, fonce, vas-y, approprie-toi comme tu veux. Puis donne la carte blanche. Oui, ça a été vraiment une rencontre humaine autant qu'une rencontre poétique. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que notre rencontre a eu lieu en octobre et l'exposition, on en a déjà fait une première exposition de ces œuvres-là, il y en a eu, j'ai créé d'autres œuvres après, donc c'était pas tout à fait ce qu'on voit présentement. Mais l'exposition a eu lieu en avril, donc à peu près 6 mois après notre rencontre et 1 mois après, Odile Marie, elle est décédée. Mais c'est comme si ce projet-là, le vernissage et tout ça, ça l'avait tellement tenu, tu sais, ça l'a... C'est comme un accomplissement pour elle. Oui, c'est ça. Elle est venue au vernissage. Elle n'avait pas la force de lire sa poésie. Donc, c'est moi qui ai fait la performance poétique pour elle, mais elle était assise en avant. Puis c'était tellement touchant, sans blague. C'était incroyable. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie après de continuer, de faire voyager, de montrer cette exposition-là qui est touchante, qui pour moi a été quelque chose
d'important et ça continue à être important. Puis je pense que ça va vraiment l'être longtemps dans ma vie, je pense. Et j'ai l'impression que Marie continue de vivre à travers tout ça, puis à travers sa fille aussi, Marie-Sandrine, qui, c'est ça, qui partage ce que je fais, puis que je sais qu'elle apprécie que je continue comme ça à diffuser c'est pas juste une mémoire, c'est comme si elle était encore en vie, dans le fond, parce que je continue à faire parler sa poésie. Elle est vivante, c'est une poésie vivante. C'est pas parce que quelqu'un meurt qu'une poésie n'est plus vivante. Là. Puis c'est un peu une symbiose de ton travail et son travail en même temps. Oui. Puis ce que je peux ajouter aussi, c'est que quand elle écrivait son recueil, elle était en face elle habitait sur la côte de Beaupré, donc mais vraiment en face de la pointe de l'île où est-ce que moi j'habite. Fait que des fois, on a dû se voir, marcher sur le bord du fleuve, puis on ne sait pas. Mais c'est pour ça que j'ai compris aussi que ça me parlait autant, parce que c'était des lieux connus de moi. C'est ça, elle parle du fleuve, elle parle du roc, des vagues, des oiseaux, de toutes les choses que moi aussi j'aimais dans mes œuvres. Dans le même lieu. Oui, puis elle parlait du deuil d'elle-même, dans le fond, de tout le deuil de la vie qu'elle était en train de faire parce qu'elle se savait atteinte d'une maladie incurable, qu'elle ne guérirait pas, puis elle devait faire ses au revoir, dans le fond, à tout ce qu'elle connaissait. Donc, c'était vraiment les différents deuils possibles dans la vie, mais tu sais, parler d'un deuil, peu importe lequel, il n'y a pas 1 million de façons de le vivre, ça, le deuil. Puis en même temps, il y a un côté libérateur dans ça. Oui, c'est ça. Le fait de se libérer, puis de Donc, voilà. voilà un petit peu, tu sais, ça a l'air lourd et profond comme ça, mais pour elle... elle... C'est une belle histoire, je trouve. Oui, pour elle, puis pour moi, je pense que ça a été léger, ça nous a permis de traverser ça, puis je mets beaucoup de douceur. Quand je vis des choses violentes, c'est la douceur que j'essaie de contrebalancer, puis je pense que c'est ça qu'on voit un peu dans ses œuvres. Les commentaires, comme ça. Les commentaires que j'ai eus, c'est beaucoup ça, c'est la douceur qui revient beaucoup. Le côté aussi enfantin de ma proposition. Mais je dirais que pour faire une synthèse, c'est vraiment les 2 commentaires qui reviennent le plus. La prochaine étape pour toi, c'est quoi? Je me projette rarement dans... Je sais pas, j'ai toujours été comme ça aussi, même... C'est plus dans le présent que dans le futur. Oui, vraiment. Puis je crée en fonction de ce que je vis, de ce que... C'est souvent lié à des trop-pleins ou une accumulation de choses. À un moment donné, c'est comme... tu sais. On a besoin d'exprimer. Oui, c'est comme un petit peu une force vive là, qui me pousse à créer quelque chose. Mais actuellement, je dirais que je suis plus dans l'écriture. J'ai toujours écrit. J'ai jamais diffusé publiquement mes écrits. Peut-être que le projet sur lequel je travaille actuellement, ce sera le premier qui sera... tu sais, j'ai déjà des images aussi, ce sera un mélange des deux. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà diffusé les écrits de quelqu'un d'autre avec mes... Ah, tu vois, ça me revient, là, j'ai déjà fait un petit livre, ça s'appelait Décolonisation. Et c'était l'histoire de la feuille d'érable. Comment que la feuille d'érable avait été appropriée, était devenue un symbole canadien anglo, alors qu'au début, la feuille d'érable était liée à l'identité franco-canadienne, si on veut. Puis j'avais illustré ça avec différentes variations de la feuille d'érable en aquarelle. Bon. Ça fait déjà quelques années, je vous dirais. C'est pour ça que, comme je vous dis, je serais dans le moment présent. Mais là, ce que j'écris présentement, c'est plus de l'ordre de l'autofiction, qui sera probablement accompagné de dessins, peut-être de gravures. Je ne sais pas quand. Je me donne jamais de date. Je laisse les choses progresser. Ouais. Mais ça avance bien, ça doit faire depuis... les
l'hiver passé, peut-être février que je travaille sur le texte. Donc, on verra où ça nous mène. Là. Pour voir ton exposition ici, on a jusqu'à quand? On a jusqu'au 17 novembre. Je crois que c'est 16 heures que ça ferme. Donc, courez! C'est le temps de venir là-bas. Oui, c'est ça. Donc, pour la région, oui, c'est après ça, je sais pas où. J'aimerais ça beaucoup la représenter, cette exposition-là. Donc, je ne sais pas si ça sera dans la région ou plus à Québec ou plus à Trois-Rivières. Peut-être il y a un beau festival de poésie là-bas, qui sait. Est-ce qu'il y a un site qu'on peut t'en rejoindre? Oui. Les œuvres ne s'y trouvent pas parce qu'en général, les œuvres que j'expose, je ne les présente pas tout de suite sur ma page d'artiste. Mais oui, l'adresse est delarive.art. Merci Nathalie. Ça fait plaisir. Félicitations. Merci.